bonjour à tous et surtout pédiatre. Pas négligeable pour le sujet qui nous occupe. Alors j'ai la lourde tâche de planter un peu le décor des trois exemples qui vont vous être donnés, qui seront d'ailleurs, je pense, les éléments forts de cet après-midi, parce que je pense que c'est le meilleur moyen d'aborder l'importance et le rôle clé des développement des compétences psychosociales chez le tout petit. Alors, le sujet, c'était quelle spécificité? Alors, un rapide rappel sur ce qu'on appelle les compétences psychosociales, en sachant qu'en effet, pour ceux qui ont participé aux différents temps de ce cycle, ça va être un peu une redite, mais bon, il est parfois utile de rappeler les choses essentielles, et pour planter, comme je le dis, le décor, c'est important de le rappeler. Bon, selon l'OMS, les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences, aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié, positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres. La notion de relation entretenue avec les autres est assez essentielle. Sa propre culture et son environnement. 10 compétences qui sont réparties en 5 binômes: savoir résoudre des problèmes, savoir prendre des décisions. Je pense que dans les phases précédentes du cursus, c'est probablement des choses qui ont été particulièrement posées. Avoir une pensée créative, une pensée critique, là aussi, ça fait partie des éléments essentiels, notamment dans tout ce qu'on peut faire auprès des jeunes. Savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations interpersonnelles, avoir conscience de soi, avoir de l'empathie, savoir réguler ses émotions, savoir gérer son stress. On le verra, la question de la gestion des émotions chez le tout petit est probablement quelque chose d'extrêmement d'assez essentiel. L'OMS en 2000 a affiné avec un regroupement en 3 types de compétences psychosociales, compétences sociales, émotionnelles, cognitives, avec des déclinaisons. Par exemple, pour les compétences sociales, ça comprend la communication verbale, non verbale, les capacités relationnelles, les compétences de coopération, avec le tableau que vous voyez là. Je ne vais pas détailler, puisque c'est probablement des choses que vous avez dû voir, je pense, dans les présentations précédentes du cycle. Ce qui est intéressant, c'est que de fait, on voit que les compétences émotionnelles sont un bloc là aussi à part entière, avec notamment ces compétences de régulation émotionnelle qui vont être un élément assez clé de ce qui va se passer dans la petite enfance, la gestion de la colère, de l'anxiété, la capacité à faire face à la perte, à l'abus, au traumatisme, les compétences de gestion du stress, qui implique la gestion du temps, la pensée positive, la maîtrise des techniques de relaxation. Là, on voit qu'on s'éloigne un peu plus quand même de la petite enfance. Et bien évidemment, les compétences d'auto-évaluation, d'autorégulation, bien évidemment, dans la petite enfance, ça va être peut-être pas obligatoirement le cœur du sujet. Donc, je ne m'attarde pas trop sur ce tableau. Alors, avec l'élément que rappelle à l'instant, le fait que ces compétences, le développement de ces compétences psychosociales vont avoir un impact clé sur toute la vie de l'individu, y compris à l'âge adulte. Et c'est vrai que, notamment en PMI ou au sein des crèches, on y reviendra tout à l'heure, on a, je pense, tous professionnels de la petite enfance, conscience qu'on a quelque chose qui se joue là d'absolument essentiel, avec à la fois des très bonnes nouvelles, notamment quand on se rapproche des neurosciences, j'en dirai un petit mot tout à l'heure, et puis des choses, je dirais, qui sont plus exigeantes, qui vont exiger de notre part encore plus d'attention qu'auparavant. Finalement, la connaissance croissante qu'on a de cette période-là et de ce qui s'y joue, je pense, doit nous obliger collectivement à être vigilants quant à l'environnement qu'on propose aux enfants aujourd'hui. Alors, pourquoi intervenir à cette période? Alors, je ne ferai pas l'injure, parce que je pense qu'il y a majoritairement des professionnels de la petite enfance, mais vous n'êtes pas sans savoir que le stade de développement de l'être humain lors de la naissance à 6 ans qui caractérise cette période de la petite enfance, ça va être une période clé majeure
où le cerveau de l'enfant va se construire, va s'élaborer. Il y a des zones du cerveau qui vont grossir. Il y a toute une histoire de neurotransmetteurs qui vont intervenir à l'intérieur de ce cerveau. Ce cerveau et l'enfant interagit complètement avec son environnement. Et c'est cet élément-là qui fait que nous avons une opportunité, c'est ce que d'ailleurs la stratégie nationale de santé qui est sortie récemment rappelle, c'est que elle dit qu'une action menée précocement auprès de l'enfant et de sa famille peut avoir un effet positif majeur, en particulier si elle permet aux parents de prendre confiance en leur capacité à accompagner leur enfant sur le long terme. C'est écrit dans la stratégie nationale de santé avec un objectif qui est directement relié aux compétences psychosociales, puisqu'elle dit qu'il faut développer dès le plus jeune âge l'éducation pour la santé et les compétences psychosociales. On voit dans la déclinaison un peu plus opérationnelle de la stratégie nationale de santé 2018-2021 qu'il y a un certain nombre d'axes de travail, notamment sur tout le champ de la petite enfance, de la périnatalité aux premières années de vie, qui vont dans ce sens-là, tant en direction des enfants eux-mêmes que des parents, et notamment du soutien à la parentalité. Alors juste un petit détour par les neurosciences. Alors on connaît peut-être bien les neurosciences sur le volet cognitif, on en entend parler tous les jours. Mais il y a énormément de recherches et de travaux maintenant qui commencent à émerger sur le champ aussi des émotions et de ce qu'on appelle des neurosciences affectives et sociales. Et on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de zones du cerveau, je prends par exemple le cortex orbitofrontal, qui en fait a un rôle capital puisqu'il va nous permettre de pouvoir aimer, d'éprouver de l'empathie, d'exprimer, de réguler nos émotions, de savoir choisir, d'avoir un sens éthique. Donc on voit bien qu'un certain nombre de zones du cerveau qui sont aujourd'hui, qui commencent à être identifiées, sont aussi des zones qui vont être totalement en lien avec ces fameuses compétences psychosociales. Ce qu'on sait aussi aujourd'hui dans les neurosciences, alors une fois de plus on sait bien sur les compétences cognitives, mais c'est totalement transposable et certaines recherches le montrent, c'est que ce cerveau il se construit, comme je le disais tout à l'heure, en interaction avec son environnement, avec les adultes qui évoluent auprès de l'enfant, avec les comportements qu'on lui donne à voir, à observer, puisque on sait tous les jours, les enfants observent beaucoup. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce cerveau va finalement engranger des expériences. Le phénomène de répétition est extrêmement important, puisque c'est souvent ces répétitions qui vont faire que finalement ça va prendre d'une certaine manière corps, puisque certaines zones du cerveau vont se développer, d'autres vont éventuellement évoluer. Il y a des pertes neuronales dans cette période-là qui vont être liées en fait à des répétitions de moments et d'expériences qui peuvent être bien évidemment agréables ou qui peuvent être désagréables. Et c'est là, je pense, toute l'importance qu'on a, et je pense qu'aujourd'hui les professionnels de la petite enfance ont ça bien en tête, même si il faut bien avoir en tête aussi que nous sommes dans une plasticité cérébrale extrêmement importante, et ça c'est aussi la bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait penser se dire qu'il y a quelque chose de totalement figé, c'est-à-dire que si l'enfant est contraint avec des expériences négatives répétitives en permanence, on a un réel risque. Il faut qu'on ait ça en tête parce que ça doit guider notre travail de prévention, mais à la fois la bonne nouvelle c'est qu'il y a cette grande plasticité cérébrale et cette capacité pendant quand même de nombreuses années à pouvoir, je dirais, peut-être rectifier le tir, si vous me pardonnez l'expression, et du coup réengranger des expériences positives qui peuvent permettre d'évoluer. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les expériences affectives de l'enfant vont modifier le développement de son cerveau, son comportement, l'expression de ses émotions et sa santé physique, que l'entourage de l'enfant va avoir un impact absolument majeur sur son développement, sur le développement global de son cerveau,
Par exemple, être empathique, c'est-à-dire comprendre, ressentir les émotions de l'enfant, aider l'enfant à exprimer ses émotions va avoir un rôle absolument clé. Mettre des mots, l'apaiser en parole ou par le contact, fera maturer son cerveau. Il y a des expériences qui montrent aujourd'hui qu'il y a des zones du cerveau qui se mettent à croître, voilà, et d'autres zones, au contraire, qui vont à évoluer. Et on va avoir aussi des phénomènes qui ont lieu sur les neurotransmetteurs. Voilà. Donc c'est une espèce de physique et de chimie extrêmement subtile dans le cerveau qui s'exerce dans les premières années de vie, dont on commence à appréhender les choses de façon, je dirais, un peu plus précise. Je pense qu'on va avoir encore des progrès. Ce qu'il faut garder en tête, c'est une fois de plus le fait que c'est pas, rien n'est automatique. Il ne faudrait pas non plus qu'on soit trop figé dans nos approches, et c'est un peu tous les enjeux des débats qu'on a aujourd'hui sur la neuroscience, les neurosciences en particulier. Je le disais, phénomène de répétition et d'enregistrement. Il y a vraiment, donc on voit bien dans ce qu'on peut proposer à l'enfant et dans les attitudes que les adultes et les postures que les adultes peuvent avoir auprès des enfants, le phénomène de répétition est extrêmement crucial. Et donc on voit aussi qu'il y a un rôle clé de l'entourage, mais avec des phénomènes de compensation. C'est-à-dire que très concrètement, on peut avoir, et c'est, si vous référez par exemple à la loi de 2016 sur la protection de l'enfance, qui a véritablement qui a fondé un peu les travaux sur les besoins fondamentaux de l'enfant. Ces besoins fondamentaux de l'enfant, bien évidemment, c'est nourri aussi de cette question des neurosciences. Et donc vous voyez tout de suite comment on peut en se dire que des expériences désagréables, répétitives, peuvent être à haut risque, mais on sait aussi qu'il peut y avoir des adultes autour de l'enfant qui vont pouvoir éventuellement compenser complètement ces expériences désagréables et répétitives. Et notamment, on voit bien le rôle clé que peuvent jouer les structures d'accueil petite enfance, l'accueil chez une assistante maternelle bienveillante, l'accueil dans une crèche où il y aura une attention particulière donnée à ces enfants. Alors, du coup, c'est, comme je le disais, assez exigeant parce que ça veut dire qu'on a pendant cette période-là, particulièrement, la nécessité d'essayer de favoriser ce développement global, social, émotionnel, cognitif, physique, et qu'on a d'une certaine manière le pouvoir d'agir au bon sens du terme, par cette bienveillance, cette attention particulière à l'enfant, mais également la bienveillance et une attention particulière aux parents, puisque les interactions parents-enfants et enfants-enfants aussi vont avoir un rôle clé à jouer dans la construction de ce cerveau particulièrement malléable, particulièrement transformable, mais également plein d'espoir. Donc c'est ça qui est assez magique. Moi j'avoue qu'en tant que pédiatre, j'ai des souvenirs particuliers j'étais pédiatre néonatologiste, donc particulièrement en maternité auprès de tout nouveau-né. J'ai eu la chance et le privilège d'avoir des maîtres qui m'ont montré combien des nouveau-nés mis dans des contextes favorables, je pense notamment aux expériences d'un pédiatre du sud-ouest, qui montrait comment un enfant qu'on mettait dans un bébé, un nouveau-né de quelques jours, qu'on mettait dans des conditions optimales, où on le portait d'une certaine façon et on libérait un peu sa motricité, sa capacité à s'ouvrir vers le monde. Un nouveau-né était capable de gestes presque de préhension, était capable d'une grande présence émotionnelle et voilà. Et je trouve que les travaux là qu'on a vu fleurir ces dernières années, même si on doit les croiser avec toute la connaissance aussi sur le champ psychique qu'on a pu engranger ces dernières années, ouvrent des perspectives, je trouve, assez intéressantes pour nous, professionnels de la petite enfance. Bien évidemment, la finalité, ça va être contribuer à diminuer les comportements défavorables à la santé et à augmenter les comportements favorables. La particularité, je le disais tout à l'heure, c'est qu'on a deux cibles. On a les enfants et les parents.
Les enfants, donc je ne reviens pas sur ce que je viens d'expliquer, avec le développement des compétences psychosociales des plus jeune âge, et puis les parents à travers le soutien à la parentalité, là aussi, hein, ce sont des actions qu'on mène quand même aussi bien en PMI, dans les collectivités locales, il y a énormément d'actions hein, de soutien à la parentalité, où on va développer des pratiques éducatives dites positives. Parce qu'on sait que mettre les parents, on va dire, là aussi dans des conditions optimales, les rassurer sur leurs compétences, va faire en sorte que l'enfant lui-même va évoluer dans un environnement qui lui sera favorable. Et ce sera un facteur de protection. Donc ce qu'il faut retenir, hein, et là éventuellement on pourra vous faire suivre hein, dans les suites de cet après-midi un certain nombre de données bibliographiques si ça vous intéresse. Il y a un magnifique petit film dont j'avais hésité à faire passer, qui était passé d'ailleurs une journée sur la protection de l'enfance, c'est pas d'entre vous, qui était peut-être à l'automne dernier, vous pouvez le trouver sur internet. C'est un petit film qui montre la croissance du cerveau là, dans les premiers mois, et justement qui illustre parfaitement bien cette croissance avec des milliards de neurones hein, qui se développent, qui se développent, qui se développent. Et puis soumis à des tas de stimulations environnementales diverses et variées qui impriment hein, ce cerveau, le configure d'une certaine manière, le paramètre hein, d'une certaine façon, avec des paramétrages qui peuvent être positifs, des paramétrages qui peuvent être plus à risque. Et finalement, au fil des années, ce qui va rester, c'est ce qui va être potentiellement le plus fréquent dans les expériences. Et c'est là où on rentre potentiellement dans ces zones de risque. Donc, ce qu'il faut qu'on retienne, c'est que finalement, tout ce qu'on peut faire et tout l'investissement qu'on peut avoir dans cette période de la vie va porter des fruits sur de nombreuses années. Et si je devais faire un petit détour sur la prévention, on n'est pas dans un pays hein, où la prévention ça va peut-être changer. On voit que ça frémit dans la stratégie nationale de santé, dans le programme régional de santé de deuxième génération là, qui va être acté prochainement. On voit que le volet prévention prend de l'ampleur. Ce qu'on voit aussi en termes d'approche médico-économique, par exemple, c'est qu'il y a de plus en plus aussi d'études, pas beaucoup en France, hein, beaucoup chez d'autres partenaires, notamment européens ou anglo-saxons, c'est qu'en fait, on parle d'investissement social avec une notion économique de l'ordre de 1 euro, vous voyez ce que je veux dire, investi dans la prévention, ça va être 5 euros d'économie plus tard. Voilà. Et donc, quand on pense neurodéveloppement de l'enfant, développement de ses compétences psychosociales, je pense qu'on doit tous avoir en tête qu'on a un rôle, une responsabilité dans cette période-là pour accompagner ces enfants, faire en sorte qu'ils soient le plus possible dans des environnements favorables, donner à ses parents toutes les chances de réussite hein, avec leur enfant. Et je pense que là, on a quand même, je dirais, un beau chantier encore devant nous. Alors, quelques illustrations en PMI et en crèche. Alors, c'est absolument lisible. En fait, ce document, il est issu, nous sommes engagés en PMI là, depuis 1 an dans un projet de santé publique qui, d'une certaine manière, sera notre feuille de route pour au moins les 3 prochaines années. Le travail qu'on a amorcé et qui, du coup, a donné lieu à 2 livrets hein, que vous pourrez y avoir accès. Donc ça, c'est issu du livret 2, qui est disponible d'ailleurs aussi bien sur le site du département hein, qu'en version papier. On s'est astreint à se poser des questions en termes de quels sont nos enjeux, nous, PMI, en termes de santé publique. Et ensuite, on s'est astreint à décrire un certain nombre de modes d'intervention en utilisant ce mode de logigramme en fait, qui permet à la fois d'écrire les façons dont on intervient et d'expliquer le processus, ce que je veux dire, qui est à l'œuvre en termes de processus de prévention. Alors, dans ce travail-là, on a vraiment souhaité, en direction de service et avec les cadres du service, donner toute la place, au même titre que la consultation médicale, qui est souvent, on va dire, l'exemple, voilà, la PMI, c'est une consultation médicale gratuite dans des
donner toute leur place à d'autres modes d'intervention qui nous paraissent tout aussi importants, pour ne pas dire aussi importants que la consultation médicale, parce qu'on va être soit sur des actions individuelles, soit sur des actions collectives, avec des véritables processus de prévention qui sont à l'œuvre, notamment, j'ai choisi deux diagrammes logiques. Le diagramme logique relatif aux accueils par enfants, quelque chose d'assez classique, développé dans les centres de PMI maintenant depuis de nombreuses années, avec une dimension assez, sur le modèle là, des maisons vertes de Françoise Dolto, avec tous les prérequis nécessaires. Vous voyez, on s'appuie sur les compétences psychosociales, c'est écrit en haut à droite, hein, on rappelle ce que ce sont les compétences psychosociales. On parle d'empowerment, hein, parce que c'est voilà, c'est un processus qui permet l'autonomisation, c'est quelque chose aujourd'hui qui traverse toutes nos politiques publiques. Hein, on évoque le contexte, on évoque les types d'intervenants, les outils utilisés, les moyens nécessaires, et vous voyez les bénéficiaires, les activités, comment ça se déroule, et puis vous voyez les objectifs à court terme avec cette notion de médiateur cible, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à l'œuvre dans, je dirais, ce processus d'accueil par enfant. Eh bien, parmi les compétences psychosociales, ça va être l'augmentation de l'estime et de la confiance en soi des parents. Donc on voit bien que là, on va agir sur les parents pour eux-mêmes, soit en amélioration des compétences de gestion de soi, augmentation des compétences de résolution de problèmes et de prise de décision. Dans un accueil par enfant, il se passe des choses, hein. Il peut y avoir des conflits entre enfants, voilà, la régulation qui se fait, qui est en général toujours très bienveillante, à l'écoute, très protectrice, mais à la fois qui guide les parents, va probablement permettre que ces parents repartent avec des ressources supplémentaires. C'est ça qui est à l'œuvre, l'amélioration des compétences du support social. Là, voilà l'exemple pour l'accueil par enfant. L'autre exemple, là aussi un grand classique, les visites à domicile. Donc voilà, donc toujours même logique. Notre travail repose beaucoup sur le développement des compétences psychosociales, tant à l'égard des parents qu'à l'égard des enfants. Et là, c'est un autre cadre, on est plutôt dans de la prévention individuelle, donc de l'action individuelle. On va au domicile des familles, donc on intervient quelque part, on fait intrusion dans l'espace privé de la famille. Ça se prépare, voilà, donc il y a des conditions pour que ça se passe bien. Certains, probablement ici dans cette salle, ont une expérience de la visite à domicile. Et vous voyez, les médiateurs, donc le processus qui va être à l'œuvre va être là aussi l'augmentation des compétences de gestion de soi. L'idée n'est pas, en arrivant, de montrer aux parents ce qu'ils ne font pas bien, mais bien au contraire de leur montrer là, tout ce qu'ils ont déjà mis en œuvre, ce qu'ils sont en capacité de mettre en œuvre, et d'être très très porteurs et soutenants de cette fonction parentale. On a toute une série comme ça je dirais, de logigrammes qui revisitent comme ça un certain nombre d'actions. Un autre exemple en tête, hein, qu'on a comme ça modélisé, qui est les actions qu'on peut faire avec des femmes qui n'ont pas l'habitude de sortir, qui sont très enfermées chez elles, et qui du coup, les enfants sont avec elles, ne sortent pas beaucoup. Et donc, dans un processus qui va être progressif, au début, ça va se passer à la PMI, on va leur proposer des activités, on va les accompagner en chantier. Et la bonne nouvelle, c'est que souvent, en fin de cycle, d'une certaine manière, ces mamans sont en capacité, souvent ensemble d'ailleurs, hein, elles ont noué des relations particulières. On voit bien que la question aussi de la relation entre pères et le soutien et de ce qui se passe aussi entre parents, comme ce qui se passe aussi entre enfants, est aussi extrêmement important. Voilà quelques éléments d'illustration pour la PMI, mais on pourrait plein de modèles intéressants, d'autres modèles intéressants. À travers le projet éducatif des crèches départementales, hein, les agents des 55 crèches départementales accueillent chaque jour 3000 enfants différents, autant de situations familiales. Donc là, on a quand même une opportunité là aussi intéressante. Et ça a été au cœur des 4 valeurs, hein, qui ont traversé le projet et qui traversent le projet éducatif des crèches départementales et des orientations de travail. Vous voyez bien qu'on a ces compétences psychosociales au milieu des enfants, des parents et des professionnels, avec ces notions de faire, penser ensemble, de créativité, plaisir, bien-être, de respect, bien-traitance et d'égalité de diversité.
Donc ce sont des éléments absolument clés d'importance pour ce projet éducatif des crèches. Ça se traduit comment? Il y a déjà, c'est soutenir les compétences psychosociales des agents, parce qu'on prend bien soin des enfants si soi-même on est en confiance, si on est, oui, si on est confiant en ses compétences, si on se sent bien. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on puisse avoir une disponibilité physique, psychique pour les auxiliaires, hein, qui quand même sont au quotidien au plus proche des enfants. Et donc c'est une condition pour qu'on puisse produire d'une certaine manière, au bon sens du terme, des conditions d'accueil individualisé de chaque enfant. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse être en capacité de s'appuyer sur l'observation pour accueillir, d'avoir de la bienveillance, la confiance, de la solidarité entre professionnels, hein, qui vont être des postures indispensables pour être actif sur ces compétences psychosociales de l'enfant. Ne pas bannir les émotions. Les émotions, ça fait partie de la vie professionnelle aussi, mais comment on s'en empare, comment on travaille avec, hein, pour réaffirmer les émotions comme une ressource pour le travail auprès du jeune enfant. Et puis, le pendant, c'est comment aussi on garantit des espaces pour pouvoir exprimer ses émotions, les reprendre, les travailler, voilà. On voit que c'est assez exigeant tout ça, finalement. Mais le travail avec les petits-enfants est par essence extrêmement exigeant. C'est aussi s'appuyer sur les parents, les compétences des parents dans le cadre de ce qu'on appelle une alliance éducative. On va retrouver de la même manière dans différents cadres, que vous pouvez connaître, je suppose, dans vos activités professionnelles. C'est valoriser la diversité des compétences parentales, c'est reconnaître et non disqualifier des références, des choix éducatifs, des savoir-faire. C'est plutôt comment on fait avec ce matériau-là qui est souvent extrêmement riche et intéressant. C'est mettre des mots sur la relation complexe, qui est faite des représentations croisées d'émotions entre les professionnels et les parents. C'est pas toujours simple, il y a un effort à faire potentiellement un peu de part et d'autre. C'est favoriser aussi l'entre-parents et la participation. Donc là aussi, ce sont des pistes tout à fait intéressantes. Et puis, c'est un accueil qui va répondre aux besoins et aux potentialités de l'enfant. Et par expérience, je viens de passer 10 ans dans le champ du handicap, on voit bien que, on va dire, et en France on joue plutôt sur les incapacités que sur les capacités, donc il faut qu'on change un peu notre logiciel. Et quand on observe bien, quand on regarde bien, même un enfant avec des difficultés a des compétences, a des capacités, c'est là-dessus qu'il va falloir s'appuyer. Donc c'est créer les conditions pour garantir, accompagner l'enfant et l'aider à grandir, découvrir, inventer. C'est respecter son individualité, son libre choix, par exemple à travers le jeu libre, voilà. C'est mettre la relation humaine et affective au cœur de l'accueil, et c'est développer la sensibilité autant que la pensée à travers des activités d'éveil à l'art, à la culture, à la nature, etc.